Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la suite de ma conversation avec Lucie Carrasco. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous propose de l'écouter avant d'écouter cet épisode afin de ne pas passer à côté des messages que souhaite transmettre mon invitée du jour, Lucie Carrasco. Si vous avez déjà écouté la première partie et que vous avez apprécié, je vous garantis que la suite est sur la même dynamique, voire même un peu plus piquante, car sentant la fin arrivée de l'entretien, on s'est un petit peu lâché. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter la suite et fin de ma conversation avec Lucie Carrasco. Je vais passer du coq à l'âne. Fin 2022, tu as sorti une bande dessinée qui s'appelle Le Tour du monde de Lulu, avec Jérémy Michalak et Jean Datry, ton mari qui a réalisé tous les dessins, et qui raconte justement vos folles aventures autour du monde. Alors, ça fait quoi d'avoir son propre personnage de bande dessinée ? C'est génial. Surtout que, comme tu as pu le constater, elle est hyper bien illustrée. Mon mari est dessinateur, en fait. Il avait déjà publié sa propre bande dessinée il y a quelques années. Et du coup, je suis très fan de son dessin. Et ce sont pas les yeux de l'amour, mais c'est en toute objectivité que je dis que c'est un excellent artiste qui ne fait pas que de la bande dessinée. D'ailleurs, il fait de la peinture, du dessin, des illustrations diverses et variées. Mais en bande dessinée, il est très très bon et très fort pour arriver à donner de la vie à un personnage en 3 coups de crayon. Il est assez incroyable. Du coup, avec Jérémy, on s'est dit, mais pourquoi on fait pas... Enfin, Jean, toi, tu dessines des BD, mais vas-y, viens, on fait ça, quoi. Et du coup, c'est une BD hyper colorée, hyper drôle. Elle est vraiment... Enfin, en gros, ceux qui aiment nos documentaires ne peuvent que aimer la BD parce que c'est le même genre d'humour. C'est ça, j'allais te dire, moi je l'ai lu et ce que j'ai aimé, c'est qu'on retrouve vraiment vos personnalités dans la BD. C'est vraiment la bande dessinée de vos voyages, donc il y a les mêmes, on va dire, les mêmes anecdotes. Ouais. C'est votre humour. Et puis après, si on peut rajouter des petits points bonus, j'adore le fait que le héros soit une héroïne, toi, et qu'en plus c'est une héroïne à roulettes. Ce qui, honnêtement, dans le monde de la bande dessinée, je pense qu'il n'y en a pas 36 des BD comme ça. J'en connais pas d'autres, en tout cas, d'héroïnes de BD à roulettes. Donc, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien pour la commander, en fait, s'il y a des gens que ça intéresse. Et surtout, s'il y a des librairies qui sont intéressées pour distribuer en France ou pour faire même des séances de dédicaces, pour l'instant, on est en vente que en ligne sur Internet et dans 2 librairies, une en France et une en Belgique. Une à Bruxelles et une à Valence, mais on aimerait beaucoup être distribué dans plus de librairies, peu importe où en France, mais d'être en rayon. Alors oui, tout ce qui est Fnac, le site, grande distribution, c'est super, mais les petites librairies, c'est chouette aussi. On peut même vous apporter, vous les apporter en main propre et vous les dédicacer, ce serait... Non, c'est un truc qu'on aimerait beaucoup, mon souhait, enfin notre souhait en tout cas, sur ce projet avec Jean et Jérémy, c'est que cette BD... fasse encore le tour du monde, ça s'appelle le tour du monde de Lulu et on voudrait que la BD fasse le tour du monde, en tout cas le tour de la France, ce serait déjà cool. Et voilà, je suis hyper contente parce que je suis hyper cartoonisée, je sais même pas si c'est un verbe, mais en tout cas, le personnage est trop mignon et en fait il me ressemble. Oui. Je suis toute ronde, j'ai quand même mes grands yeux, mes gros talons et tout et c'est... mon mari est je suis très très fière de son travail, je suis très fière de cet album et on est très heureux de dire qu'on est en train d'écrire la suite et qu'il sera une histoire complète parce que là on est sur en gros une page, un gag et en général c'est soit des anecdotes qui ont eu lieu dans nos précédents voyages, soit d'autres qu'on a inventées dans d'autres destinations parce qu'on a écrit, on a un peu inventé certaines destinations pour rire, simplement, pour alimenter. Et la prochaine sera une histoire complète, donc pas une page, un gag, mais ouais. Et je pense que ça sera sympa aussi. Et c'est quand l'adaptation de ta vie en film ? Écoute, c'est drôle, mais ma sophrologue m'en a parlé. J'ai une sophrologue qui m'a dit, j'imagine ta vie en film, j'ai une vision, j'ai un flash, je pense que ta vie va être adaptée en film.
J'ai dit, écoute, pas de problème, faisons comme Beyoncé et comme... Non, Beyoncé, elle n'a pas eu encore. Donc moi, Je sais pas. Bon, je sais qu'il y a on appelle ça un biopic. biopic, voilà. Biopic de Céline Dion, Ouais, récemment. ouais. Mais non, ça serait cool. Je vois pas trop, enfin, je me sens pas assez importante pour avoir un film sur moi, mais mon ego serait complètement flatté, donc avec grand plaisir. En tout cas, oui, il y a des aventures à raconter, c'est sûr. Tu as un peu mis ça de côté, mais dans la vraie vie, je sais pas pourquoi je dis la vraie vie, mais dans d'autres aspects de ta vie, tu es styliste. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'es venue cette passion? En fait, j'ai été hospitalisée longuement quand j'étais enfant, et plus particulièrement de 12 à 16 ans, 4 ans de suite. 12, 13, 14, 15, 16. Ah non, c'est que je ne sais pas trop compter. J'ai compté sur mes doigts. Oui, c'est bien 4 ans. 4 ans d'affilée, donc c'était très très long, pénible, très douloureux parce que c'était de la chirurgie, des étirements, des corsets, des poids, des poids à la tête, des poids aux jambes. J'étais comme Frida Kahlo avec des espèces de harnais autour de la tête et puis j'avais un miroir au-dessus pour dessiner que mon père m'avait installé. Du coup, c'est pour ça que je parlais de Frida Kahlo tout à l'heure, je me sentais proche par rapport à ça. Et par rapport à sa souffrance, elle s'évadait avec sa peinture. Et moi, du coup, j'avais demandé à mon père, parce que je ne pouvais pas le dessiner, je pouvais me mettre que sur le dos et un peu sur le côté. Je suis restée allongée plusieurs mois. Et j'ai demandé, dans les magazines, je lui ai dit quelle pose j'aimais bien. Et il m'a décalqué les poses des mannequins, juste le contour. Et moi, à l'intérieur, je dessinais les vêtements. Et c'était pour m'occuper à l'hôpital, pour m'évader. Et comme j'avais un corset en plâtre très volumineux, très douloureux, des hanches jusqu'à la tête avec une minerve intégrée et tout, extrêmement laid et douloureux, et ben j'ai commencé à... Parce que ma féminité se réveillait, 12, 13, 14, 15 ans, tu vois. J'ai remis les vêtements que j'aurais portés quand je sortirais de l'hôpital et que j'aurais plus mon corset grâce à mon ultime opération et que je pourrais me tenir droite comme je fais aujourd'hui où je suis sous un plaid. Vous ne me voyez pas, mais je suis sous un plaid. Parce que j'ai froid et qu'on est en hiver, pardon. Mais oui, du coup, c'est venu comme ça, il me fallait une échappatoire. Et je ne pensais pas que ça deviendrait mon métier. Au départ, c'était vraiment pour m'évader. Et après, je suis sortie de l'hôpital, j'ai recommencé, j'ai repris ma vie. Je commençais une nouvelle vie parce que j'avais une espérance de vie tout court et plus limitée. Et du coup, j'ai voulu continuer. Je me suis dit, bah, finalement, j'ai envie d'être de styliste et continuer à dessiner, à créer comme ça. Et du coup voilà, je me suis retrouvée à une rentrée scolaire sans école parce que discrimination par rapport à mon handicap. On est dans les années 2000 et c'est pas encore glamour. Déjà qu'aujourd'hui, c'est pas trop glamour, mais alors à l'époque, ça n'était pas. On m'a prétexté que des problèmes d'accessibilité pour me refuser dans les écoles où je voulais me spécialiser. Et du coup, je me suis retrouvée à une rentrée scolaire sans rien, sans école, sans collège, sans lycée, sans rien. On avait mis en place avec mon père pour justement que je passe 4 ans à l'hôpital pour avoir une meilleure santé, pour pouvoir intégrer un cursus scolaire normal et vivre ma vie, ça retombait à l'eau parce que du coup, mon père était toujours bloqué avec moi à la maison parce que je pouvais pas être toute seule. Et du coup, j'ai dit, c'est quoi, on a toujours dit qu'un jour on ferait un truc. Regarde mes dessins, dis-moi s'ils veulent quelque chose et viens, on fait un défilé. S'ils veulent pas de moi, on va leur prouver qu'ils se sont trompés. Si ça vaut la peine de les regarder, essayer de regarder avec les yeux de pas d'un papa qui dit oh, c'est bien ma fille, t'as fait un collier de pâtes, il est joli. Et il m'a dit je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose, donc on va le faire. Et pendant un an, on a regroupé couturiers, fournisseurs de tissus, location de salle, enfin tout ce qu'il fallait pour un défilé. On a réussi à avoir gratuitement parce qu'on n'avait pas un sou en poche. Tout ça et c'est drôle parce que je me souviens, tu vois, un souvenir très marquant, ça c'en est un, c'est qu'on est parti à nos premiers rendez-vous. Mon père avait un attaché case à la main pour qu'on montre qu'on était des hommes d'affaires et qu'on savait de quoi on parlait. Alors on savait de quoi on parlait puisqu'on parlait avec le cœur, mais il n'y avait rien dedans. Il n'y avait absolument rien. Et puis du coup on a eu le premier accord du principe. Donc on a eu une feuille, puis deux, puis trois, puis quatre.
Et puis l'attaché de caisse, il s'est rempli. Et après, il y avait les accords de tout le monde. Et ça a fait effet boule de neige. On a commencé à réussir à avoir une marraine un peu connue, à avoir la presse, à avoir... Non, bah, c'est le documentaire qu'il y a sur ta chaîne YouTube. Ouais, le rêve de Lucie. Ouais, je l'ai regardé et on voit justement, bon là c'était certainement quelques mois avant, on voit les étapes de création, l'organisation du défilé et la concrétisation. Alors, à la fois, j'ai envie de regarder ce truc parce que c'était un moment de ma vie. Voilà. À la fois, j'invite à être indulgent sur ma coupe de cheveux et sur mon J'en mono... étais sûre que Non, t'allais mais... dire ça. Et mon mono-sourcil de l'époque, on en parle. J'avais un mono-sourcil, les gars, on aurait des Moi je l'ai pas méga vu, hein. Je l'ai pas vu. Non, tu mens. Non, vraiment, je me suis dit, ah tiens, elle avait les cheveux courts. Court, bouclé, avec une permanente dégueulasse, Non. avec des reflets roux. Bon, je pense que Et un là, ça vous donne mono-sourcil. forcément envie d'aller jeter un coup d'œil. Par contre, Mais- j'étais déterminée, ça se voyait. Et quand je me vois, je me dis, ouais, j'étais un bébé. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à 20 ans, j'étais comme ci, comme ci, comme ça. Tu sais, avec ma vision de 40 ans, je me vois d'une certaine manière. Et quand je regarde, que j'étais plus fragile, que j'étais plus... Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps, genre 20 ans après, parce que je ne me regarde pas tous les jours, tu vois. 20 ans plus tard, j'ai regardé ce film. Et je me suis dit, 20 ans, oh, ça, je vais me faire mal là. En disant 20 ans. Et je me suis dit, ouais, mais j'étais quand même déjà très déterminée, et je me suis redécouverte. Et je me suis souvenue un peu de qui j'ai été. C'était ça fait un truc introspectif et ça a fait c'est presque un côté thérapeutique en fait. Et moi je trouvais ça chouette de voir. Je le voyais pas comme si c'était moi. Je disais putain c'est chouette de voir une petite nana comme ça Ouais. qui se démène. Mais ce qu'on voit, c'est que t'étais la même, mais je trouve en plus introvertie. Ouais, oui. T'étais beaucoup plus observatrice. Enfin, je pense que t'osais moins prendre la parole, ou en tout cas, dans le reportage. Moi, j'avais 19 ans, tu vois, donc et je me sentais pas légitime parce que j'avais pas fait d'école, parce que je pensais que j'étais j'étais dans une dualité entre je sais ce que je veux, je suis déterminée, je veux montrer au monde entier que je suis, et à la fois ben, j'ai un peu peur j'ai peur de me planter, puis j'ai un peu peur de pas être légitime, c'était un mélange de tout ça et finalement je crois qu'il est beau ce truc parce que ça montre bah, le rêve d'une enfant en fait. Moi je voyais pas ça. À l'époque je me croyais adulte, j'avais 20 ans. J'avais 19 ans, je disais ouais, je suis trop une grande et tout. Donc je voyais ça comme le rêve d'une jeune femme et maintenant que j'ai 40 ans, je vois ça comme le rêve d'une enfant presque. Ouais. Et ce que j'ai vu, et ce que là, quand tu me racontes, c'est le pouvoir d'une idée et surtout tous les gens que vous avez réussi à rassembler autour de ce projet, quoi. Il fallait pas juste 2 personnes. Enfin, je sais pas combien de personnes il fallait pour organiser tout ça, mais comme tu dis, la salle, le tissu, les couturières, les mannequins, les parrains marraines, communiquer dessus, faire venir du monde et tout ça. Et c'est fou ce que vous avez réussi à accomplir et à fédérer les gens autour d'une même mission. Et c'est ça que je trouve hyper beau dans le reportage. Bah, au final, tu vois, en un an, on a mobilisé 100 personnes, plus de 100 personnes. On montait une semaine par mois à Paris pour rencontrer les gens, parce qu'il y avait des gens de Paris et des gens de Lyon. Donc, on avait 3 Français sur en poche et notre attaché case vide, mais on y allait. Et dis-toi, le matin, des amis sont arrivés, ont loué un camion frigorifique et sont venus pour commencer à tartiner pour le cocktail du soir. C'était des potes du quartier, quoi. Et même le Crédit Agricole à l'époque avait été sponsor d'une partie de l'événement de la soirée. Et on avait des banquières de notre Crédit Agricole, de notre petit quartier à Lyon, qui étaient venus. Oh, bon, on va vous aider et qui ont tartiné des toasts, quoi. C'était un truc Ouais, c'est trop bien. C'était surréaliste, c'était ouf. Et en fait, on a envoyé 1000 invitations, parce qu'il y avait 1200 places. On a envoyé 1000 invitations en se disant on va avoir plein de refus. Et tous les cartons sont revenus positifs, avec 2 personnes. Et du coup, on a arrêté de compter à 1100. Et ça rentrait. On aurait dit qu'il y avait Madonna à Lyon, en fait, ce soir. Il y avait la queue dehors, c'était blindé. Les 3 places étaient blindées, les gens étaient debout, c'était exceptionnel. Tu vois, quand tu me dis les souvenirs marquants, finalement, j'en ai. J'ai cet attaché KSB au départ et ce résultat tellement incroyable, tellement un rassemblement de personnes autour d'une même idée, d'une même cause, d'un même rêve, et ben c'était bien, quoi. Je me sentais toute petite et à la fois
Et en fait, je me suis dit, c'est ça que je vais faire toute ma vie. Et puis finalement, la vie fait plein de choses, mais en tout cas, ça, je pourrais jamais oublier. Et puis, je reste passionnée par la mode, même si je travaille plus dans la mode aujourd'hui. J'espère bien y retravailler un de ces quatre. Et peut-être, je sais pas, collaborer avec une marque ou autre, mais c'est juste que ma vie, les opportunités m'ont emmené ailleurs pour le moment et que j'adore ce que je fais aujourd'hui. Mais c'était très très fort et c'était fabuleux, quoi. Et on arrive aux questions de la fin. As-tu un livre, un podcast, un film ou une musique que tu as envie de nous conseiller? Je suis une fan de Pedro Almodovar, donc j'aime tous ses films. Et je n'ai pas vu le dernier, donc je ne peux pas juger par rapport à ça. Mais j'aurais quand même envie de dire le dernier film sur la vie d'Elvis Presley, réalisé par Baz Luhrmann. Donc c'est un peu spécial parce que Baz Luhrmann a une réalisation très spéciale, très un peu surréaliste parfois, mais c'est s'il a l'Oscar, j'aimerais beaucoup qu'il ait l'Oscar parce qu'il a eu le Golden Globe en tout cas et c'est largement mérité pour Austin Butler, l'acteur qui incarne Elvis. Je suis une grande fan d'Elvis Presley et ce film m'a bouleversée. J'ai terminé en larmes parce que quand on l'aime et quand on voit sa vie et la tristesse de la fin de sa vie et tout, et même de sa vie entière, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et je sais qu'il ne faut pas que je dise autre chose. J'avais quand même envie de dire que j'adorais le dernier album d'Orelsan. Oui, c'est vrai. Je l'écoutais en venant. Genre de ouf. Non, mais je suis fan d'Orelsan. Je suis grande fan d'Orelsan. As-tu une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Dans un de mes documentaires, j'ai dit la vie c'est maintenant. Et du coup, on m'associe cette phrase tout le temps. C'est pas moi qui l'ai dit, on me dit souvent, ah, toi, tu nous fais réaliser que la vie c'est maintenant. Donc la vie c'est maintenant, je sais pas tellement formulé comme un mantra, tu vois, mais genre carpe diem un petit peu. Et sinon, ma citation préférée, c'est celle que je te disais tout à l'heure de Mark Twain. Il savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et j'aime bien rester loin des personnes négatives, ils ont un problème à toutes les solutions. Ah ouais, elle est bien, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Mon chat? Tu veux pas? Mais si, t'as parlé de ton chat, Elvis. Oui. Bon, on va peut-être pas parler de mon chat, si. Comme tu veux. C'est ton podcast. Mon chat s'appelle Elvis. Il a 9 ans maintenant. J'ai un très grand amour pour les animaux parce qu'ils sont apaisants, parce qu'ils n'ont pas d'a priori. Moi, j'en parlais dans le documentaire au Pays des Caribous, enfin au Canada pour le coup. C'est comme ça qu'on l'a appelé le documentaire, mais ils n'ont pas d'a priori sur les gens. Ils sont sans filtre en fait. Ils sentent la fragilité des gens. Moi, je sais que le cheval de ma sœur sent ma fragilité. Il est plus doux avec moi. Il m'a déjà posé sa tête sur mes genoux sans me faire mal. Voilà, les animaux ont un pouvoir et c'est un des grands amours de ma vie et c'est pour ça que je les défends et défendrai toujours tout ce qui est association. Si je pouvais dévaliser une animalerie et relâcher tous les animaux, je le ferais. Mais ce serait la belle au bois dormant un petit peu parce que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas un conte de fées. Mais je suis contre les cirques, les zoos, parce qu'il y a des réserves, parce que j'ai été un enfant qui est allé au zoo parce que mes parents m'y emmenaient et j'ai continué à y aller adulte et j'ai eu une prise de conscience tardive, mais à quel moment ce lion est sur ce rocher là devant tous ces cons quoi. Enfin, le cirque c'est encore pire, les maltraitances. Voilà. Et mon chat s'appelle Elvis. Il est beau comme un dieu, il est tout noir avec une petite tache blanche comme comme un curé ici. Et j'aimerais quand même dire que l'écologie c'est lié, hein, parce que c'est bien parce qu'on mange trop de viande qu'on déforeste trop et que donc tout est lié, l'écologie et la surconsommation et la maltraitance animale, c'est hyper lié en fait. Et c'est quelque chose qui me laisse pas insensible. Je surveille ce que je mange le plus possible. Je fais un truc tout bête, je bois beaucoup d'eau de coco, mais l'eau de coco, quand elle est faite en Thaïlande par exemple, les cocos sont ramassés par des singes apeurés et torturés. Donc, je regarde toujours la provenance de ce que je mange. C'est pas facile hein, de surveiller. Je mange très, très, très peu de viande, c'est très rare. Et je trouve, j'aimerais beaucoup, j'ai envie de donner un souhait à la fin de ce podcast. J'aimerais beaucoup que l'être handicapé puisse rimer avec être écolo, à savoir que tout le matériel nécessaire à la prise en charge de la maladie, fauteuil roulant, genre j'ai un appareil respiratoire la nuit et j'ai un tuyau pour amener l'air et c'est en plastique. Tout est en plastique où rien n'est réparable. Tout est jetable mais rien n'est réparable. Donc
Si on pouvait faire des fauteuils qu'on peut réparer, ça coûterait tellement moins cher. Un fauteuil, ça coûte 24 000 euros minimum. Et on peut même pas le réparer. On peut que changer la pièce. Si on pouvait avoir un indice de réparabilité dessus, comme sur l'électroménager, ce serait énorme. On pourrait... en fait, on ne peut pas contribuer, on ne peut que polluer en étant handicapé, je trouve, avec encore une fois, les choses nécessaires que ça demande. On ne revend pas, il n'y a pas de plateforme de revente d'occasion, il n'y a pas de choses comme ça mises en avant pour qu'on arrête et de se ruiner et de détruire la planète. Et je pense que c'est un vrai appel, quoi, à aider à protéger la planète dans cette communauté, entre guillemets, aussi. J'aime pas le mot communauté du tout, mais là, Oui, t'aimerais avoir le choix, quoi. Et aujourd'hui, t'as pas le choix. j'aimerais les tuyaux de mes respirateurs soient faits dans un plastique recyclé et recyclable. Parce que le plastique recyclé, on peut en utiliser. Recyclable, pas forcément, mais recyclé. J'aimerais qu'on puisse réparer sans devoir changer une pièce de fauteuil. J'aimerais voilà, qu'on prenne en compte, parce qu'on doit tous participer. Mais on n'est pas dispensés, nous, d'y participer. Quand je dis nous, encore une fois, ça va être très communautaire, que je ne suis pas. De quoi tu es le plus fière aujourd'hui? Mon chat. Ça se voit qu'il me manque ou pas? Un petit peu. J'ai répondu 4 fois mon chat, donc... En fait, à toutes mes questions, tu réponds mon chat. De quoi je suis le plus fière? D'avoir réussi à combiner une maladie grave, potentiellement mortelle, tout ce que ça peut impliquer comme anxiété, comme angoisse et comme frein, une ambition débordante, le fait d'être une femme, toutes ces choses qui font ce que je suis aujourd'hui, d'avoir réussi à être un être humain pas trop mal, avec tous les aspects de ma vie, les positifs comme les négatifs. Mes failles, mes fragilités, mes défauts, et finalement d'avoir réussi à avoir quelqu'un qui arrive à ne pas être trop égoïste, à savoir se remettre en question, parce que quand je te parle d'écologie, d'animaux, tout ça, ça veut dire que je me remets en question encore à 40 ans en me disant, je me dis pas j'ai tout vu, tout fait, c'est bon, quoi. Et je vais jamais arriver en me disant j'ai tout vu, tout fait. Et ce que je suis fière, c'est d'arriver à faire le plus de choses possibles tant que c'est possible. Parce qu'on devrait tous un peu vivre comme si on devait mourir demain. C'est un peu un truc commun, mais à la fois, ça veut pas dire qu'il faut faire toutes les conneries du monde non plus, quoi. Ça veut pas dire qu'une fois qu'on a vécu les choses, c'est bon, on peut attendre la fin, c'est bon, je fais plein de trucs. Tout ce que tu peux vivre, c'est du bonus. Donc, moi, je vais vivre 3 ans, donc tout ce que je vis, c'est du bonus. Et je suis plutôt fière d'avoir réussi à faire, je crois, j'espère vraiment en tout cas, quelque chose de pas trop mal avec le bonus que j'ai eu. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, je sais pas compter, donc je suis nulle en maths. Tu calculeras 40 moins 3, enfin 42 moins 3. 39. Ouais, mais si on dit que j'ai 40 ans, du coup ça fait... Ah, 47. 37. 37. 47. Non, Ça y est, moi je perds pied. Je ne suis pas d'accord. Venez, on calcule pas de bonus, comme ça on sait pas mon âge. Ouais, c'est une belle vision des choses. Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage? J'ai envie qu'on ne retienne pas que j'étais très fatiguée, que j'ai parlé très vite, quand je parle trop vite, que je n'articule pas, que je dis putain à toutes les sauces, et que j'ai dit un peu n'importe quoi. Et que j'ai répondu mon chat dès que je savais plus quoi répondre. Qu'on retienne l'idée que tout est possible si on s'en donne les moyens et que tout est une question de choix dans la vie et que protéger les animaux, je vous en supplie. Et la planète, on en a qu'une, quoi. Alors, je vais te faire une confidence que je l'ai dite à personne. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la mode. C'est trop polluant. En tout cas, comme ça, je veux pas. De manière équitable, en faisant une collaboration, en faisant quelque chose de vraiment un projet intelligent, une mode intelligente, oui. Faire de la mode, pour fabriquer des vêtements, pour prendre du cuir, pour utiliser des tonnes de litres d'eau, produire en Chine. Enfin, non, j'ai arrêté pour ça, entre autres. Ça veut pas dire que ça ne manque pas, que la création ne manque pas. J'aurais juste faire les choses autrement et trouver le projet qui me plaira. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, mais ma confidence, c'est que c'est une vraie préoccupation pour moi,
d'écologie et d'environnement parce que concrètement, demain, s'il y a une coupure d'électricité générale, juste j'ai un fauteuil électrique et un respirateur électrique toute la nuit. Voilà, donc c'est une vraie. C'est peut-être égoïste, hein, mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je me demande quels signaux de plus on attend pour faire quelque chose. Tu viens parler du handicap, je parle de la planète. Écoute, on peut pas être plus hors sujet. Merci Non, Lucie. mais j'adore. De toute façon, tu m'as dit, ok, j'accepte de participer à ton podcast, mais je veux pas parler du handicap. Donc, J'ai dit oui, bonjour, j'ai un podcast au sujet du handicap. Ok, si on parle pas de handicap, c'est bon. Déjà, notre rencontre est surréaliste dès le départ. Mais non, mais c'est vrai parce que... je me suis dit, c'est bien, elle me challenge en fait. Je vais revoir toutes mes questions pour qu'en fait, finalement, dans les questions, il y en a une question où il y a plus ou moins le handicap qui est sous-entendu, c'est quand je t'ai demandé quel pays était le plus accessible. Mais sinon, toutes les autres questions... Mais regarde ce qui est intéressant. T'as écrit des questions qui n'étaient pas sur le handicap. On n'a pas prononcé, quasiment pas prononcé le mot handicap. Pour autant, vu que j'ai un handicap, il est omniprésent dans tout ce que je te dis, parce qu'il fait ce que je suis. Ça veut bien dire une chose, mais ça va terminer là-dessus, c'est qu'il est inutile de le nommer pour qu'il soit présent. Et si tu ne le nommes pas, ça veut dire qu'il n'est pas plus important qu'un détail. Un détail qui a sa taille, qui est conséquent, c'est vrai. Un détail, oui, conséquent, c'est vrai, mais on peut parler, on peut avoir du handicap dans la conversation, omniprésent, pas plus que le fait que je suis une femme, que je fais de la mode, que je fais de la télévision et que j'aime voyager, que j'ai un chat. Oui, c'est pour ça que j'aime bien poser la question, peux-tu te présenter ? Et t'es pas la seule où les personnes se présentent et ne parlent absolument pas du fauteuil ou... Après, voilà. Je vais juste dire que je suis pas du tout de ceux qui disent je suis comme les autres. Parce qu'il y a aussi des gens très militants. Il y a des handicapés militants que j'aime pas. Il y a des messages que je n'aime pas du tout, que j'adhère pas. J'ai une vidéo sur Twitter ce matin. Même moi, j'ai commenté comme quoi un handicapé n'empêche pas d'être con. C'est une dame qui aide un handicapé à ramasser quelque chose. Merci, mais je ne l'ai pas demandé. Il est où le consentement ? Ok, et toi, ton consentement pour la filmer, il est où, quoi ? Enfin, faut arrêter de cracher à la gueule de la bienveillance, en fait, sous prétexte que... Voilà, ça m'a hérissé les poils un peu. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, je suis pas du tout à dire je suis comme tout le monde, ou on est comme tout le monde. Non, déjà, ça se voit. Pas comme tout le monde. Et à la fois, mais qu'est-ce qui est grave ? C'est cool. Ça me ferait chier d'être comme tout le monde. Et ça veut dire quoi être comme tout le monde ? Oui, en fait, chacun est unique. Donc j'ai pas envie de dire moi je veux qu'on me considère comme les autres. Non, je veux qu'on me considère comme moi dans mon individualité. Mais si on prend en compte mon handicap et qu'on y fait attention, j'apprécie beaucoup parce qu'il est présent. Donc quand je dis j'en parle pas, ça veut pas dire que je veux l'occulter. Bien au contraire, sans lui, sans ce handicap, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc, je veux pas c'est génial d'être différent. C'est cool. Qu'est-ce qui est inspirant dans la vie ? La différence, quand tu as quelqu'un à côté de toi, tu parles avec, vous avez les mêmes idées sur tout. Tu te fais vite chier, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que la personne à côté de toi est différente. Elle me dit, moi, je fais comme ça. Moi, je fais comme ça. Putain, intéressant. Je peux m'en inspirer. Voilà. Donc, pour moi, de la différence découle l'inspiration. Et quand on dit une personne est inspirante, souvent c'est parce qu'elle est différente. Et moi, une personne inspirante, ça va être une personne différente parce qu'elle va avoir, je sais pas, venir d'un autre pays, faire, je sais pas quoi, mais avoir une différence. Une différence, c'est une putain de richesse, en fait. Donc, ne pas stigmatiser le handicap, genre, parler que de ça, le communautarisme, je déteste. Mais pour autant, c'est bon, traitez-moi comme tout le monde. Non, en fait, tu t'ailleurs parce que t'es pas comme tout le monde, mais c'est cool de pas être comme tout le monde. Parce qu'avoir un fauteuil, avoir une béquille, non, c'est pas comme tout le monde. Les trois quarts des gens ne sont pas dans cette situation. Donc c'est différent. Mais qu'est-ce qui est grave ? Oui, t'as raison. Et ça, je fais un peu le parallèle avec ce matin, j'ai vu un post un peu féministe qui disait que la galanterie, c'était pas du tout féministe, que c'était machiste,
parce que donc de tenir la porte, voilà, la galanterie. Parce qu'en fait, la galanterie, ça sous-entendait que la femme était plus faible ou en dessous de l'homme. Et en fait, je me suis dit, merde, moi j'aime bien quand même qu'on m'ouvre la porte et qu'on... J'aime bien qu'on me drague, j'aime bien qu'on me... Bon, l'avantage, c'est que j'ai pas du tout à prendre position. On est obligé de me tenir la porte. Même si je suis avec une fille, elle doit me tenir la porte. Donc comme ça, moi... Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et bon, bah ça va, alors tout va bien. Dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Que ma santé, ma vie personnelle me permettent de continuer à voyager et à faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Une vie heureuse et harmonieuse avec mon tout jeune mari, pas tout jeune dans l'âge, mais tout jeune parce ça fait 6 mois qu'on est mariés, et nos enfants, à savoir nos chats. Mais c'est tout ce que je te souhaite et je te dis merci infiniment Lucie d'avoir accepté ma proposition et d'avoir répondu à toutes mes questions avec brio et patience. Avec qui ? Non, c'est une blague. Pardon. Et passe le bonjour à ton chat de ma part. Ce serait fait. En fait, j'en ai 2. À tes chats, mais il y en a un que tu préfères. Hein. Ah non, mais clairement. Parce que l'autre, c'est le chat de mon chéri. D'accord. De mon mari, maintenant. Il faut que j'arrête de dire chéri. Non, vraiment, chacun son chat. Je les aime tous les deux, bien sûr, même si je préfère le mien. Parce que le mien est plus beau et plus intelligent, évidemment. Mais ce sera fait. Il ne faut pas que j'oublie Michel. Il s'appelle Michel et Elvis. Très bien. Bon, merci infiniment et à bientôt. Je t'en prie. Merci. Ah oui, à bientôt, avec plaisir. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Lucie Carrasco pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir un peu plus sur Lucie et ses voyages autour du monde. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Oui, Michel, c'est lui qui a choisi. Il était bébé, on l'a eu, il était caché sous le lit, il avait peur, on lui disait viens, il s'appelait... Attends, il s'appelait comment ? On lui l'a donné, il avait déjà un nom. Il avait un nom pourri. Loverboy, hein. Loverboy, machin. Puis après on a essayé Bernard. Ensuite vous avez con, on était à Bernard Montiel. Viens ici. À un moment on fait Michel. Et là il tourne la tête, il vient. Bon ben voilà, il a choisi. Mon père s'appelle Michel et le père de mon mari s'appelle Michel. Donc le chat s'appelle Michel, tout est logique. Donc quand t'appelles Michel, t'as les 3 qui viennent. C'est ça. Et heureusement que Elvis ne s'appelle pas Jackie. Voilà. Ça met 2 secondes, mais t'as capté. Je mettrai la référence dans les notes de l'épisode.